en lieu et place d'une gestion concertée entre l'AES et la CEDEAO, des aspects techniques liés au retrait avec effet immédiat. Le collège des chefs d'État a été surpris de cette décision. Alors non, quatrième paragraphe. En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO, dans sa déclaration du 14 décembre 2024, le collège des chefs d'État de l'AES considère, à juste titre, la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES. Voilà. Analysons le quatrième paragraphe. Il y a une information fondamentale. Dans un contexte politique de plus en plus tendu, Dr Franklin Nyamsi nous livre une analyse incisive de la situation actuelle des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, vis-à-vis de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. En janvier 2024, ces 3 pays ont annoncé leur retrait immédiat de la CEDEAO, un acte perçu comme une rébellion face aux sanctions qu'ils considèrent comme illégales et une violation de leur souveraineté. Selon Dr Nyamsi, cette décision n'est pas simplement une rupture diplomatique, mais une réaction contre l'ingérence extérieure et la pression croissante des puissances néocolonialistes. Toutefois, malgré cette déclaration claire de volonté d'indépendance, la CEDEAO, loin de respecter le choix souverain de ces nations, a tenté d'imposer une prolongation du retrait de 6 mois. Nyamsi critique sévèrement cette démarche, qu'il qualifie de tentative de maintenir une pression violente sur l'AES. Dans son analyse, il compare cette tentative de prolongation à un viol politique, soulignant l'intention de la CEDEAO de forcer ces pays à revenir dans le giron d'une organisation qu'il juge désormais aliénante. Dr Nyamsi considère que cette insistance est bien plus qu'une tentative diplomatique. Elle pourrait annoncer des stratégies d'agression et d'imposition de la force pour maintenir le statu quo. Pourquoi alors que la CEDEAO avait bien reçu le message 5 sur 5 de l'AES, en tout cas le message du Mali, du Burkina et du Niger, qui lui ont dit le 28 janvier 2024. Nous nous retirons avec effet immédiat, c'est-à-dire nous ne respectons pas la clause du délai d'1 an, parce que vous n'avez pas respecté les textes. Aucun texte ne vous autorisait à déclarer la guerre contre le Niger. Aucun texte ne vous autorisait à mettre en place des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines contre le Mali, le Burkina et même la Guinée-Conakry. Aucun texte ne vous autorisait. À partir du moment où vous n'avez plus respecté les textes, nous n'avons plus un seul texte de la CEDEAO à respecter. Nous ne sommes plus de la CEDEAO. On n'est même pas engagé par vos délais. Ce message vous avait été donné clairement en janvier 2024. Alors pourquoi tout d'un coup la CEDEAO fait-elle comme si elle n'avait pas compris? Pourquoi fait-elle comme si on a utilisé un français compliqué pour elle? Pourquoi s'autorise-t-elle à, soi-disant, proroger de 6 mois un retrait qui a été acté depuis janvier 2024, avec effet immédiat? Pourquoi refuse-t-elle cela? La raison est qu'elle veut se donner du temps pour déstabiliser l'AES. Parce que vouloir ramener les pays de l'AES dans la CEDEAO contre leur volonté, c'est quoi? C'est vouloir les forcer. Et vouloir les forcer, c'est donc vouloir utiliser la violence pour les ramener dans la CEDEAO. Je recommence. Les pays de l'AES ont dit, voici notre volonté. Nous ne sommes plus membres de la CEDEAO. Ça, c'est leur volonté. Or, la CEDEAO dit, nous allons nous donner 6 mois pour vous ramener. Or, les pays de l'AES ont bien dit, n'essayez pas de nous ramener. Nous avons dit non. Mais la CEDEAO dit, nous allons vous ramener. Mais si c'est contre notre volonté que vous comptez nous ramener, cela veut dire que vous allez utiliser la force. Il faut que vous compreniez le raisonnement de l'AES. C'est un raisonnement logique. Si je te dis que j'ai librement décidé de te quitter, et que toi tu maintiennes, que tu vas me ramener dans la relation, je comprends par là que tu vas utiliser la force. Parce que ma volonté, elle t'est refusée. Si ma volonté t'est refusée, et que tu persistes à vouloir me maintenir avec toi, c'est parce que tu comptes sur la force. Donc l'AES a mathématiquement et logiquement compris que le refus de respecter sa volonté est en réalité l'affirmation du désir de la forcer. Le Mali, le Burkina, le Niger ont compris que la persistance de la CEDEAO à dire non, vous allez revenir, non, vous allez revenir, non, on va vous faire revenir, signifie nous allons vous y forcer. Et je me permets de rappeler ici une déclaration qui a été faite par l'actuel ministre de la Défense du Sénégal à l'occasion de la sortie d'une promotion militaire où il représentait le Premier ministre Ousmane Sonko, le général, Diop, a dit publiquement que
que tous les moyens vont être déployés pour ramener le Mali, le Burkina et le Niger dans la CEDEAO. Son expression indiquait très clairement que l'usage de la force serait envisagé pour contraindre la volonté de ces pays qui avaient librement décidé de se retirer. Biram Diop, ministre sénégalais de la Défense, avait déjà lâché le mot. Et j'étais venu ici vous dire, attention, le véritable homme fort de Dakar, ce n'est pas Sonko. Le véritable homme fort de Dakar, ce n'est pas Bassirou Diomaye Faye, c'est Biram Diop. Parce que lui, il est capable d'afficher ouvertement la volonté d'user de la force pour imposer à l'AES de revenir dans la CEDEAO. Vous comprenez? Voilà ce qui s'est passé. Et voilà comment l'AES, en analysant le comportement, de la CEDEAO, a compris qu'il s'agissait de préparatifs d'agression, de préparatifs d'attaque contre elle. Vous comprenez? Voilà la vérité de cette affaire. Et on avance. Paragraphe 5. En lieu et place d'une gestion concertée entre l'AES et la CEDEAO des aspects techniques liés au retrait avec effet immédiat, le collège des chefs d'État a été surpris de cette décision unilatérale de prorogation qui ne saurait lier les pays de l'AES. Donc en fait, alors même qu'on leur a dit on ne veut pas, ils continuent à dire non, vous allez vouloir, mais c'est une tentative de viol, ça. C'est du viol politique. C'est interdit dans les relations humaines. Quand vous êtes en couple et que l'une des parties du couple refuse qu'on la touche, j'espère que vous savez que même dans le mariage, si un homme force sa femme à avoir contre sa volonté des rapports sexuels, c'est un viol. Les rapports sexuels, même entre les époux, doivent être mutuellement consentants. L'une doit se donner à l'un et l'un doit se donner à l'une. L'un et l'une et l'autre doivent se donner pour qu'il y ait justement une relation sexuelle légitime. Et c'est valable en politique. On ne peut pas être dans la CEDEAO contre notre propre volonté. Là, on n'est plus dans une relation politique normale, on est dans une relation politique asymétrique, anormale, une relation de viol politique. La CEDEAO est une organisation de violeurs politiques. C'est ce qu'ils sont. Et voilà pourquoi, en fait, ils sont sous le contrôle des néocolonialistes et des impérialistes, qui sont des violeurs attitrés du droit international, du droit des peuples, du droit des gens. Et cela depuis des siècles. Tout le monde sait les barbaries qu'ils ont perpétrées, de la traite négrière au génocide du XXe siècle et du début du XXIe. Vous avez bien vu ce qui est arrivé au peuple palestinien, au point que même la CPI en soit venue à lancer un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre d'Israël, Bibi Netanyahou. Vous avez bien vu, ils ont tué plus de 50 000 Palestiniens sous les yeux du monde entier. Il y a un livre qui vient d'être sorti, là, le livre noir. Eh bien, le livre noir du génocide palestinien. Je vous invite à lire ce livre et à voir comment les soi-disant grandes puissances démocratiques, droits de l'homiste, etc. se sont comportés pendant qu'Israël massacrait et continue d'ailleurs à massacrer le peuple palestinien. Il y a eu plus de 500 bombardements contre la Syrie depuis que Bachar el-Assad est tombé. On disait que Bachar el-Assad était le problème. Il quitte Damas, il quitte le pouvoir. Là, on bombarde encore plus la Syrie. Vous avez vu tout ça sur le tableau blanc de l'école de géopolitique internationale qu'est la crise syrienne. Alors, revenons ici au texte. La prorogation n'est rien d'autre qu'une lucarne que se donnent les dirigeants de la CEDEAO pour pouvoir faire ce que Biram Diop a dit. Forcer le Mali, le Burkina et le Niger à être membres de la CEDEAO. Forcer. Trouver tous les moyens possibles pour les ramener. Et je vous rappelle que, une fois de plus, qui a été désigné pour mener à bien cette mission? Qui a été envoyé comme mouton du sacrifice dans cette affaire? Le chef des aventuriers ambigus de Dakar, comme je l'appelle à juste titre, Bassirou Diomaye Faye. Son ministre de la Défense dit nous allons trouver tous les moyens pour ramener le Mali, le Burkina et le Niger dans la CEDEAO. Et lui, il est chargé par la CEDEAO de gérer le fameux délai de 6 mois. C'est-à-dire, en fait, de patronner, d'être le lieu d'organisation de la déstabilisation du territoire de l'Alliance des États du Sahel. Puisque
Le Mali et le Burkina et le Niger vous ont clairement dit qu'ils ne veulent pas de la CEDEAO. Et que c'est sans retour. La CEDEAO peut crever, c'est son problème à elle. Le Mali, le Burkina et le Niger n'y reviendront plus. Voilà ce qui vous a été dit. Donc la seule chance que le Mali, le Burkina et le Niger soient ramenés, en effet, dans la CEDEAO, c'est que ces pays ne soient plus dirigés par les présidents Assimi Goïta, l'élite panafricaniste révolutionnaire du Mali, Ibrahim Traoré, donc l'élite panafricaniste révolutionnaire du Burkina Faso, Abdourahmane Tchani, donc l'élite panafricaniste révolutionnaire du Niger. Il faut donc couper ces têtes-là, comme on le faisait au bon temps des colonies, pour rétablir des nègres de maison qui vont faire les 4 volontés du néocolonialisme et de l'impérialisme. Tout le monde a compris. C'est ce que les dirigeants nous expliquent là. La conférence des chefs d'État nous explique clairement. On passe au paragraphe 6. Le collège des chefs d'État constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée. Elles sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leurs desiderata et des agendas étrangers au reste de l'organisation. Quelle est la poignée en question? Ici, les chefs d'État de l'AES nous donnent un renseignement important. Ils distinguent 2 catégories de chefs d'État à l'intérieur de la CEDEAO. Ceux qui sont zélés pour appliquer les instructions du néocolonialisme français et de l'impérialisme otanien, et ceux qui sont modérés, moins zélés. C'est une manière, là, de distinguer par exemple le Togo de la Côte d'Ivoire de Ouattara, du Bénin de Talon ou du Nigeria de Tinubu, qui sont très chauds dans tout ce qui est de nature à nuire à l'AES, n'est-ce pas? Les dirigeants de l'AES essayent de montrer qu'ils ont tout à fait conscience qu'il n'y a pas une entente parfaite entre tous les dirigeants de la CEDEAO. Le Togo, par exemple, ne s'est pas comporté envers la CEDEAO comme se comporte la Côte d'Ivoire de Ouattara, le Bénin de Talon ou le Nigeria de Tinubu. Certes, il était très offensif au départ, Umaro Sissoko Embalo, mais on l'entend moins. Quant aux dirigeants du Libéria et de la Gambie, on les entend vraiment très peu. Leur voix ne perce pas dans cette affaire. Il y a la Guinée-Conakry, dont l'attitude n'est pas la même que celle de la Côte d'Ivoire de Ouattara, celle du Bénin de Talon ou celle du Nigeria de Tinubu. Donc, la Confédération des chefs d'État de l'AES nous dit déjà, la CEDEAO même que vous voyez là, elle est divisée. Nous, on est parti de la CEDEAO. Mais ce qui reste de la CEDEAO là, c'est un monstre en miettes. Ils ne sont pas d'accord entre eux-mêmes. Et nous savons que tous les chefs d'État ne sont pas dans la même disposition d'esprit que Ouattara Draman, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, pour tenter de troubler toute l'Afrique, avant d'être incessamment dégagé. Tout le monde n'est pas avec Tinubu, le grand valet de l'OTAN, Tinubu, qui vient recevoir ses ordres au sommet de la néocolonie, et qui, ayant sa main dans la bouche des Américains, puisqu'il est trempé dans des affaires de faux diplômes et de drogue chez eux, fait leurs 4 volontés. Tout le monde n'est pas dans la même situation qu'Alassane Draman Ouattara, un dirigeant profondément illégitime et qui a maille à partir avec un peuple qui souffre le martyre sous lui depuis 1989. Vous comprenez? Tout le monde, eh bien, n'est pas dans la situation, par exemple, de Patrice Talon, qui a amené l'armée rwandaise pour assurer sa sécurité, parce qu'il a peur du peuple béninois et de l'armée béninoise. Et par conséquent, qui est en danger. Et qui est un danger pour la paix. Oh, qui est un danger pour la paix. Oh. Qui est un danger pour la paix. Oui, Vincent M. Je vais vous donner la possibilité d'aller vous faire voir ailleurs. Très bien. C'est fait. Au revoir Vincent M. Allez vous vautrer chez le diable Vauvert. Chez qui vous avez votre place. Donnez-moi les noms des troubleurs. Qui trouble encore une classe là? Côté TikTok, mes amis. Encore un tour de partage de cette émission. Apparemment, ça leur fait mal. L'eau bénite du serviteur d'Afrique des libertés est en train de provoquer des convulsions chez les diablotins de la France-Afrique. Ils se contorsionnent. Ils sont en train de... Quand je parle
C'est comme le prêtre exorciste verse l'eau bénite. C'est comme les grands prêtres noirs de Madian, en train d'enseigner le chemin de la Mahat à Moïse. Quand je parle, ça pisse dans les frocs, dans toutes les colonnes de la France-Afrique. C'est grave, hein? Tu connaîtras pourtant la vérité, et la vérité t'affranchira. Tout ce que je dis là est prouvé. Ouattara Draman est une pure création du néocolonialisme français, il l'a dit lui-même. Je ne dois rien à personne, sauf à la France. Il l'a dit. Donc lui, c'est vraiment le valet suprême du néocolonialisme français dans la zone. Et puis il est arrivé en Côte d'Ivoire avec un grand mensonge. J'ai gouverné plus de 250 pays. Oui, chou. Presque 300 pays, chou. C'est un agent du surendettement de l'Afrique. Pour lui, faire de l'économie, c'est emprunter l'argent au FMI, à la Banque mondiale, et faire rembourser des générations futures, pendant que lui, il sera mort. C'est un doctus cum libro. C'est un économiste superficiel, un simple banquier de comptoir. Tout son problème, c'est la ristourne, c'est la rétrocommission. Tout son problème, c'est l'accaparement du système économique. Pour le reste, il organise des chantiers superficiels, des chantiers de façade, qui sont en réalité des pompes à sous. Il ruine le peuple ivoirien. Et c'est lui qui est le serviteur attitré du CFA. Non, 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 c'est une monnaie qui garantit la stabilité. Ah non, 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 j'ai toujours été partisan du franc CFA. Je sais de quoi je parle. Hein. Quand j'étais à la Banque centrale. Tu étais à quelle banque centrale? Un simple exécutant de la Banque centrale française, oui. Quelle banque centrale? Est-ce que tu étais au siège à Paris? Tu as gouverné la Banque centrale française à Paris? Un fondé de pouvoir de la Banque centrale française, il vient passer devant les Africains pour quelqu'un qui avait du pouvoir. Quel pouvoir tu avais? Tu pouvais créer de la monnaie? Tout le temps que tu as été à la BCEAO, tu as fait quoi? Et au FMI, ils sont là pour vendre l'argent occidental et surendetter toute la planète afin de siphonner les matières premières du monde entier. Et ils viennent dire aux gens qu'ils font de la grande économie. Quelle grande économie? Quel pays du monde a été redressé par le FMI depuis que le FMI existe? Quel pays au monde a été redressé par le FMI et la Banque mondiale? Voilà le Ghana que Nana Akufo-Addo a conduit à la faillite, alias Marc Guaya, le meilleur buteur contre son camp. Quel pays du monde a été développé par le FMI? Aucun. Aucun. Le principe du FMI, c'est de s'enrichir sur le dos du monde. C'est le principe de la Banque mondiale. S'enrichir sur le dos du monde. Surendetter le monde. Même le vieux dictateur de mon pays natal, le Cameroun, Paul Biya, a eu le courage de dire qu'on ne peut pas se développer avec vos crédits qui sont donnés à des taux prohibitifs. Qu'est-ce que ça veut dire taux prohibitif dans la bouche du vieux dictateur camerounais? Ça veut dire, vous nous donnez des crédits qu'on ne pourra jamais rembourser. Des crédits qui sont faits pour nous surendetter à jamais, de telle façon qu'on soit toujours accroché à votre pantalon, en train de dire, s'il vous plaît, ajoutez-nous une rallonge, s'il vous plaît, donnez-nous une initiative, s'il vous plaît, classez-nous pays pauvres très endettés, comme ça on va bénéficier d'une ardoise nouvelle, s'il vous plaît. C'est une grande arnaque, les soi-disant institutions financières de Bretton Woods, c'est une grande arnaque, organisée par l'Occident, pour pallier à son manque de matières premières. À travers le surendettement du Sud global, ils pallient à leur manque de matières premières à travers ce surendettement qui leur permet de recevoir ces matières premières gratuitement. Voilà l'arnaque de la dette. La dette est faite pour pomper les ressources des pays les plus riches du monde. Et qui sont au Sud? L'Afrique. Plus on surendette un pays africain, plus on fait en quelque sorte une OPA sur ses ressources naturelles. En fait, plus un pays africain se surendette, plus le FMI et la Banque mondiale pourront ramasser son or, son manganèse, son uranium, son pétrole, son gaz, cadeau. Ils vont partir avec. Puisqu'on lui demande de donner ça en garantie. Biya a eu l'outrecuidance de le dire dans un français compliqué, pour ne pas fâcher trop ses maîtres. Lui, le vieux vassal du Cameroun, imposé à la tête du Cameroun par le même néocolonialisme. Donc, de quoi parlez-vous? On sait pourquoi la CEDEAO veut artificiellement maintenir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, soi-disant dans les rangs dans ses rangs. Paragraphe suivant. À l'évidence,
Ces actions viennent prouver que la question sécuritaire à laquelle s'attaquent avec succès les pays de l'AES dans la sous-région et dont le bénéfice profite à toute la région n'est pas une préoccupation réelle pour ces acteurs à la solde d'un maître aux abois. Oh, qu'est-ce que c'est bien écrit. Ce paragraphe nous dit que la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest est une condition pour la domination néocolonialiste française et l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Ils ont besoin d'une Afrique de l'Ouest faible pour pouvoir imposer des termes d'échange économique en leur faveur, des termes d'échange diplomatique en leur faveur, un rapport de force géopolitique et géostratégique en leur faveur. C'est en divisant que l'impérialisme et le néocolonialisme règnent. Voilà ce que nous dit ce paragraphe. Mais qui est le maître aux abois? C'est l'Occident en général et c'est la France en particulier qui est en crise financière. Je rappelle que la France, en ce 23 décembre 2024, ne possède pas de budget. Elle n'a pas de budget. La France a vu sa note financière internationale abaissée par l'organe d'évaluation Moody's. Elle n'est plus crédible pour emprunter comme elle l'était dans le passé, dans le marché financier international. La France est confrontée à une crise de la dépense publique qui s'est traduite par son incapacité à protéger le peuple de Mayotte contre un petit cyclone de passage. Vous avez vu l'impuissance de la France dans les cris des Mahorais qui n'avaient pas d'eau à boire. Vous avez compris que elle n'est même plus capable de protéger ses populations, la puissance. Elle est en train de s'effondrer. La crise de Mayotte l'a montré. La crise de Mayotte le montre. Et la faiblesse de la voix de la France dans le jeu politique international a été bien décrite par Dominique de Villepin, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, qui a demandé à M. Macron de démissionner. Tout comme la France insoumise lui demande de démissionner. Donc quand les États de l'AES disent que le maître est aux abois, ils parlent de la France, qui s'effondre tous les jours davantage, qui glisse littéralement au fond des abîmes, sur le plan diplomatique, sur le plan économique et financier, sur le plan politique. La division n'a jamais été à ce point. Ce soir même, la France pourrait dormir encore sans gouvernement. Et le gouvernement Bayrou qui arrive se prépare à subir une vigoureuse censure. La demande de démission de M. Macron va devenir le thème principal de l'année politique 2025. Il sera appelé à démissionner par presque tous les partis politiques, y compris par les forces vives de la nation française. Je l'ai déjà annoncé plusieurs fois. J'avais annoncé la censure du gouvernement Barnier. J'annonce la censure du gouvernement Bayrou. Et je vous dis que 2025, c'est l'année de la démission de M. Macron. Il n'y a rien d'autre. C'est une élection présidentielle anticipée qui s'annonce là, pour la France en 2025. Et c'est ce maître-là que Ouattara Draman, Tinubu Adebola, Talon Patrice, et ceux qui les suivent encore en Afrique de l'Ouest essayent de sauver. Bassirou Diomaye Faye, Sonko Ousmane. Oui, c'est le maître aux abois. C'est de lui qu'il est question. Paragraphe suivant. En conclusion, Dr Franklin Nyamsi dresse un tableau inquiétant des intentions de la CEDEAO. À travers sa position persistante et coercitive, l'organisation semble prête à tout pour imposer son influence sur les pays du Sahel, même au prix de la violence politique. Nyamsi va jusqu'à comparer cette dynamique à un viol politique, soulignant l'injustice de vouloir contraindre des nations à adhérer à une institution qui ne respecte plus leur choix souverain. Selon lui, la CEDEAO agit principalement sous l'influence de puissances néocolonialistes, prêtes à tout pour établir un ordre qui leur est favorable. Pour Dr Nyamsi, la seule condition pour que ces pays réintègrent la CEDEAO serait de renverser les régimes actuels, incarnés par des leaders révolutionnaires et panafricanistes tels qu'Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani. Cette analyse critique soulève une question centrale. Jusqu'où la CEDEAO et ses alliés seront-ils prêts à aller pour empêcher l'émancipation de ces pays? Les tentatives de déstabilisation et l'usage de la force à des fins géopolitiques semblent s'inscrire dans une logique de maintien du contrôle, dont les conséquences pourraient être dramatiques pour l'ensemble du Sahel.